Dear. Valide. People. Bonjour à toutes et à tous, chers auditrices. Alors cette fois c'est Camille qui vous parle. Je suis en direct du Floki Café à Montpellier, chez Flo, avec mon invité face à moi, qui je pense ne vous a jamais vraiment trop laissé indifférent, et je pense au premier son, aux premières notes de sa voix, vous allez très vite le reconnaître. Bonjour mon invité. Bonjour. Ça va Damien ? Oui, ça va, et toi Camille ? Oui, ça va. Merci d'être là avec moi, de m'autoriser ce petit temps. En fait, tu es là pour parler du sujet que nous allons évoquer maintenant, mais aussi et surtout parce que c'est le 100e épisode de DVP. Oui, en tout cas des conférences. Ouais. Si on prend en compte les épisodes d'avant, avant la gazette et avant le format de 50 minutes et des formats plus longs. Mais oui, là, je voulais marquer le coup, on va dire. Bah, c'est un coup qui va être marqué. En effet, je pense que c'était bien d'avoir ce temps-là ensemble. Aujourd'hui, on va faire écho à la dernière conférence qui a eu lieu autour des douleurs chroniques et des maladies chroniques en particulier. Et on va notamment parler de ce qui se joue derrière ça et de toi, ton vécu par rapport aux douleurs chroniques et puis peut-être plus particulièrement à la fatigue chronique. Déjà, est-ce que tu peux nous faire un petit tour de comment tu te sens là à l'instant T aujourd'hui, mais disons sur ces dernières semaines, ces derniers jours passés? En fait, je dirais fatigué. Et ça, c'est, on va dire, un signe de bonne santé, si je puis dire. C'est assez rare de ne pas se sentir fatigué. Par contre, je pense qu'il y a des fois où je suis plus emmené par quelque chose et être dans un sentiment de flou. J'y reviendrai un petit peu. Mais voilà, d'être dans un sentiment de flow avec une activité comme là, maintenant, c'est-à-dire être dans l'instant présent, le de suite, le maintenant, ne pas être fatigué, ça n'existe pas. Être en forme, ça n'existe pas vraiment. Et pour moi, la fatigue chronique, c'est vraiment le pendant de la douleur chronique, où les deux peuvent être présentes. Des fois, il n'y a que l'une des deux. Moi, j'ai la chance de pas avoir de douleur chronique, enfin du moins pas de base due à la pathologie. Mais après, il y a d'autres choses qui peuvent jouer, comme le fait de vieillir, d'être vivant, tout ça. Le corps, il change, il se modifie. Ce qui est déjà le cas de par la nature de ma pathologie, donc qui fait qu'il y a un effet un peu double, je dirais. Ouais. Par rapport à cette fatigue chronique, moi j'ai toujours du mal à savoir où se situe, où la fatigue chronique est en lien direct avec la maladie chronique ou avec les douleurs, avec la pathologie, avec le handicap directement, ou est-ce qu'elle est juste, entre guillemets, pathologique de la société, d'un rythme de vie qu'on a et qui fait qu'il faut tenir. Tu vois, où est-ce que tu te situes par rapport à ça ? Forcément, je pense qu'il y a un peu des deux, mais en fait,
la fatigue chronique qui est très compliquée en fait à vivre, c'est toujours la comparaison. La comparaison avec les autres, avec ce que les autres peuvent faire, que toi tu ne peux pas faire. Pourtant tu penses que tu pourrais le faire, mais en même temps t'es pas convaincu non plus. C'est surtout ça en fait qui est vicieux, je trouve, dans la fatigue chronique, c'est qu'elle t'enlève la confiance que tu peux avoir dans tes capacités. Elle a un effet très très vicieux là-dessus et que au final c'est à toi de voir au jour le jour ce que tu peux faire, ce que tu es capable de faire, et que je dirais même plus, c'est pas avant, c'est pas après, mais c'est pendant l'action que tu vois ce qui t'est possible ou pas. C'est très compliqué d'anticiper, alors ce qui est assez ironique quand on sait que la vie en situation de handicap, ça demande beaucoup ça, d'anticiper tout le temps et d'être dans la surorganisation, et au final de devoir faire des choses tout en sachant très bien qu'on n'est pas dans les conditions physiques, enfin en tout cas on a l'impression pas être dans la condition physique de pouvoir le faire, mais ça c'est aussi dû avec, comme tu l'as très bien dit, la société qui te laisse croire qu'il faut être dans une certaine condition physique pour faire des choses. Est-ce que tu aurais une idée de la fréquence, enfin la régularité à laquelle est confronté ce changement de fatigue, c'est-à-dire est-ce que tu as une notion de temps, de comment elle évolue, quoi, que en fait est-ce que drastiquement de hier c'est vraiment différent d'aujourd'hui, ou est-ce que c'est plus en termes de temps autre? C'est en effet c'est au quotidien. Les changements par contre c'est par période, qui peuvent on va dire être sur un système de saison, donc un système trimestriel, où au final on s'en rend compte toujours a posteriori qu'avant c'était plus facile, et aussi des signes maintenant, enfin en tout cas que je peux identifier, ça va être des signes où je me dis que j'ai la flemme. Mais en fait c'est peut-être pas de la flemme. Au final c'est autre chose de plus profond, qui va demander peut-être une réorganisation. En effet, ça va être de la temporalité aussi. On va avoir l'impression de prendre plus de temps pour faire les choses. Même si au final, c'est pas vraiment vrai, hein, mais ça va être une impression personnelle. Moi, je pense que la fatigue chronique, elle modifie aussi la perception qu'on peut avoir du monde, de ses actions, et de comment percevoir nos émotions aussi. C'est-à-dire C'est-à-dire que la fatigue chronique peut nous donner l'idée que tout est noir, qu'on perçoit tout de manière négative, même si au final peut-être pas tant. Enfin, typiquement j'ai l'impression qu'il y a toujours un monde entre moi et les gens, et je vois notamment par le stand-up où forcément quand moi je fais mes blagues etc, et la réaction que les gens derrière et les compliments qu'ils peuvent me donner, j'ai du mal à les ressentir comme d'autres pourraient le ressentir. L'exemple du stand-up, je le trouve à la limite du vicieux entre guillemets, parce que malgré tout le stand-up, tu as un rapport à la scène, donc un rapport à la représentation, où finalement Andy valide ou qu'importe, c'est que tu viens avec ton degré d'énergie à un instant T,
qui est automatiquement hyper différent d'un autre moment, et il y a un peu de semblant quand même. Enfin, t'es un peu quand même un personnage sur scène où tu peux pas arriver avec une énergie complètement descendante, quoi. Ça, c'est, on va dire, un petit peu une des choses que je me dis à chaque fois, hein, le stand-up où je doute, où je me pose des questions de par ma fatigue et comment je me sens dans mon corps, où c'est vrai que je me sens engourdi dans mon corps, mais ça, les gens, ils le voient pas. Ça, les gens ne le savent pas, donc je joue de ça. Parce que, en fait, ce qu'ils voient de moi, c'est qu'à un instant T, j'entre sur scène, je dis mes blagues et après je sors. Et c'est comme s'ils rencontraient deux Damien, en quelque sorte. Quand tu parlais là à l'instant de ce monde, cette espèce de fossé qu'il peut y avoir entre les gens et toi, et des fois la façon assez noire de percevoir le monde, ou en tout cas ton environnement, de par une fatigue chronique accrue ou quoi, comment tu fais, comment est-ce que tu arrives à gérer ça, et quel mécanisme, on va dire, d'adaptation tu arrives à mettre en œuvre, à quel moment tu arrives à te dire ok, là c'est juste que je suis hyper fatiguée et que je perçois les choses très mal, mais en soi ça va. Enfin, tu vois, comment est-ce que tu t'auto-rassures? Souvent là aussi c'est pareil, c'est plutôt a posteriori, parce que c'est vrai que sur les moments, notamment dans les interactions sociales, ça peut être compliqué à reconnaître. Après, c'est juste que, encore une fois, je me laisse aller, en fait. J'essaye de ne pas y penser à comment les gens me voient, me perçoivent, en fait. C'est que tu fais avec ce qu'il y a à l'instant T. Et donc, si la personne a à offrir, en fait, tu fais en fonction de ça. Ouais. Et tu es un peu en position de réaction, souvent. T'es un peu en position de réaction. Ouais, de réaction de ce que disent les gens, comment ils sont barbares toi, et que tu vas pas forcément être à l'initiative de quelque chose. En tout cas, tu vas avoir plus de doutes à te mettre en action pour être à l'initiative de quelque chose, parce que ça demande plus, entre guillemets, donc ça demande plus de risques. Alors tu dis ça, et à la fois on a monté une asso il y a 1 an, et t'es président de cette asso. Et du coup tu fais du stand-up de par ta propre initiative aussi. Oui. Du coup comment tu gères ça justement? Ça, en fait, ça vient aussi de un peu comment moi, mon rapport avec le travail, en fait. C'est-à-dire qu'à la sortie de mes études, la pathologie devenait plus présente et que je me posais la question, en fait, de est-ce que je pouvais travailler de manière générale. Et que je me suis appris à me prouver petit à petit que si, en fait, en faisant mon service civique, puis après en faisant la formation de formateur, en faisant des stages, etc., et de aussi avoir un rapport au travail différent et ne plus uniquement chercher le travail salarié, je pense. Et en fait, là, encore une fois, je parle beaucoup de a posteriori, c'est que je fais des choses et après, je m'en rends compte. C'est-à-dire que là, je me suis rendu compte en début d'année dernière, quand j'ai commencé à écrire des lettres à mes proches, à faire le bilan et me rendre compte que, si, en fait, oui, j'ai fait des choses. Peut-être des choses qui vont être reconnues par tous, mais en tout cas des choses où je me suis investi, où il y avait encore personne dans ce domaine-là, et où il y a encore personne, j'ai envie de dire, enfin en tout cas, handicap n'est pas encore reconnu comme un domaine où on pourrait s'investir, donc... Est-ce qu'il y a déjà eu des moments, des projets ou des événements ou des sorties que tu as regrettés
en te disant, en fait, ça m'a plus mis dans le mal qu'autre chose et je n'y ai pas gagné grand-chose. Enfin, c'est-à-dire, est-ce que tu évalues vachement plus le bénéfice énergie slash repos d'une sortie ou d'un événement? Oui, et en même temps, non. C'est-à-dire que oui, j'évalue ça, et en même temps, je ne peux pas non plus anticiper sur l'état de mon corps. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où j'ai dit oui à des soirées alors que j'étais fatigué et que pendant la soirée, en fait, j'étais dans le flow, pour reprendre mon expression de tout à l'heure. Je me sentais avec les gens, où je discutais, où je sentais qu'il y avait... là, j'apportais quelque chose, ils me le rendaient et c'était mutuel. Et autant, il peut y avoir des moments où je vais dire oui en croyant que je suis en forme et qu'en fait, au moment où l'action se passe, tout va retomber comme un soufflet parce qu'en fait, c'est là où tu vois que une bonne activité n'est pas uniquement due à ma capacité corporelle, en fait. Elle est due à plein de variables à prendre en compte. Oui, ça c'est clair et net. Et est-ce que ton entourage, plus ou moins proche, mais du moins les gens avec qui tu sors éventuellement dans le cadre de soirées ou quoi, entendent ça, cette entre guillemets impermanence de l'État? Je te pose la question parce que dans la conférence dernière avec nos deux invités, il y en a une des deux qui disait que en fait la pathologie et les douleurs chroniques avaient automatiquement l'excluait un peu socialement et ça avait fait un espèce de tri aussi dans ses amis, dans ses proches, parce qu'elle était issue d'un milieu, tu vois, hyper fêtard et où ça sortait pas mal et où du coup ce nouveau rythme de vie lui correspondait pas, mais du coup l'adaptation correspondait pas non plus aux proches, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça avec les excluants, mais de toute façon comme comme plein de petits détails, j'en parlais aussi avec une amie qui a des douleurs chroniques et qui a du mal à rester debout, qui a juste besoin de s'asseoir. Et c'est vrai que le fait juste d'être assis là où tout le monde est debout, en fait, juste ça, c'est excluant. Donc oui, forcément, la fatigue chronique peut amener cet effet d'exclusion parce qu'en fait, on a toujours l'impression que c'est à nous de se mettre à niveau. C'est pas à ceux qui sont en forme ou qui n'ont pas de fatigue chronique à venir vers nous à de niveaux d'énergie, mais que c'est toujours l'inverse. Sauf que ça, c'est pas possible. C'est, comme dit l'expression, qui peut le plus, peut le moins. Et pas qui peut le moins, peut le plus. Ça, c'est une conséquence, là, l'exclusion sociale, entre guillemets, en tout cas, là, la difficulté à ce que l'environnement s'adapte à toi et à ses nouveaux besoins. Est-ce que tu vois d'autres conséquences de ça, de cette fatigue chronique quotidienne et mouvante? Avant de répondre à ça, je veux aussi revenir un petit peu à ce que tu disais par rapport à faire des choses. Et tu apprends à faire des choses en étant fatigué. Ouais. C'est-à-dire pendant longtemps, j'ai cru que je devais attendre d'être en forme, entre guillemets, pour faire des choses. En fait, je me suis rendu compte que ça marchait pas comme ça, ou que j'allais attendre longtemps. Et c'est un peu en lien au final avec ta question actuelle, parce que c'est quelque chose d'un peu enfermant aussi, la fatigue chronique. C'est-à-dire que si on se met pas en mouvement, personne ne le fera pour nous, et si on se met pas en mouvement, ça conforte la fatigue aussi. Ouais, j'entends. Est-ce que tu dirais qu'aussi depuis que tu es dans ce rapport de fatigue chronique, de rapport handicap mouvant, on va dire, tu fais beaucoup plus seul, tu fais beaucoup plus dans le paradoxe, en fait, tu es beaucoup plus en j'allais dire en mouvement seul, mais plutôt tu vois ce que je veux dire, solitaire. Ouais. Bien sûr.
Ben oui, parce que comme on dit toujours, de toute façon, à la fin, on est seul. Et c'est vrai que là, ben, c'est nous face à nous-mêmes. Encore plus peut-être, en quelque part, face à, ben, à un nous-mêmes qu'on ne connaît pas. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un changeant et Dieu a une maladie dégénérative que tu n'as pas réellement prévu de rencontrer. Donc, ouais, c'est quelque chose de plus solitaire et donc forcément qui est plus difficile à partager aussi avec les autres, même si même s'il était possible, hein, même si les conditions étaient réunies pour le partager, ben, c'est quelque chose de difficilement partageable et difficilement compréhensible aussi. Ouais. Sauf quand on en partage, on en parle et on se partage ces échanges-là dans le cadre de conférences, d'ateliers avec ses pairs, quoi. Et en même temps, il y a une part de moi, des fois, où je me dis, est-ce que en étant dans ces groupes d'échanges-là, est-ce que ça ne rend pas plus difficile de sortir de l'autocentrage, tu vois, ou même de l'entre-soi, c'est une chose, mais c'est plus relié à une communauté. Là, j'entends vraiment de l'autocentrage, de comment est-ce qu'après on arrive à, tu vois, à percevoir le monde et l'environnement de manière plus globale et pas de manière autocentrée. Oui, je vois. Typiquement, moi, je pense c'est en permettant des gens qui n'ont pas de notre pathologie de pouvoir parler de leurs expériences, en fait, et pouvoir apprendre de ça, se nourrir de ça, et que c'est aussi l'illusion, je pense, du handicap, de dire que les handicaps visuels, auditifs ou n'ont pas de lien, alors qu'en fait, si, la finalité, elle est la même, c'est juste que on vit des choses communes, bien qu'on ait des handicaps très différents. Oui, complètement, ouais. Ouais, ok. Et c'est ça qu'il faudrait c'est ça qu'il faut se rappeler, en fait, et garder à l'esprit dans le handicap. C'est ne pas croire qu'on est seul et qu'une personne malvoyante a beaucoup plus à voir avec une personne en fauteuil roulant et qu'en fait, faut être ensemble. Damien, j'allais te demander si tu avais des alternatives pour essayer de pallier à ce manque d'énergie des fois, à cette fatigue chronique ambiante ou quoi. Et en fait, je me rends compte, et là, avec nos échanges, que en te posant la question, c'est un peu une question validiste, au final, que de te dire comment tu pallies à ton handicap, quoi. Enfin, parce qu'en gros, c'est ça. Oui, c'est un peu ça. Et je pourrais te répondre aussi de manière tout aussi validiste en disant que je fais malgré mon handicap, mais en fait, c'est apprendre à faire avec, à travailler ensemble avec mon handicap et avec mon corps, aussi avec dans ses capacités, dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il peut ne pas faire, le prendre dans son entièreté. Et c'est aussi quelque chose qu'on entend souvent ces derniers temps, et notamment avec le développement personnel et le développement de médecine alternative, où il faut apprendre à écouter son corps. En tout cas, dans ma situation, j'en suis moins convaincu parce que je ne suis pas sûr que mon corps soit un bon conseiller. Ou je pense qu'il faut que ça soit moi, dans l'instant T, comme je l'ai déjà expliqué, où je vais trouver mes solutions. Et je ne peux pas réellement l'anticiper, je ne peux pas réellement dire
non, je ne peux pas faire ou oui, je peux faire, c'est on verra. Ouais, tu peux pas avoir 100% confiance en lui et c'est pas lui qui va régir aussi tout le reste. C'est ce que tu disais tout à l'heure, de dire maintenant je m'autorise, enfin je sors, même si je suis fatiguée, j'attends plus d'être en forme optimale parce que c'est pas là quoi. Oui, et puis aussi, c'est ce nouveau moi, en fait, en quelque part, ce que je dis aussi tout à l'heure, ce nouveau moi que je connaissais pas forcément, bah, c'est aussi une manière d'apprendre avec lui, quoi, dans des choses. Parce que si on fait rien, mais on se connaît pas, je pense. Mais finalement, dans des éventualités un peu de dites alternatives, c'est pas un peu l'hyperactivité qui s'y retrouve. Et en l'occurrence, de vouloir aussi faire beaucoup, avec la fatigue certes, mais aussi d'être en constant mouvement, et notamment avec le stand-up où t'es quand même, au-delà de faire des scènes plusieurs fois par semaine dans un endroit souvent inaccessible, tu fais des scènes aussi ailleurs et tu circules partout en France et tout. Donc comment est-ce que tu te situes par rapport à ça? Ben, là, c'est pareil, c'est apprendre qu'il y a des moments de creux et des moments où je dois agir. Je fais pas du stand-up tout le temps. Quand je pars dans d'autres villes, ben, en fait, c'est souvent le soir. Les moments de la journée, tu peux te laisser aller, apprendre à lâcher prise. Mais je pense que l'hyperactivité, c'est lié à plein de choses. Enfin, évidemment, c'est lié à mon ego, mon handicap et à vouloir un peu faire un pied de nez pour rester poli. Et je pense que c'est lié à la société actuelle productiviste où en fait, si tu ne fais rien, tu n'existes pas. Et donc il faut faire des choses. Et encore une fois, j'ai appris un peu par mes difficultés qu'il faut faire des choses, mais faire des choses reconnues. Ouais. On peut pas faire n'importe quoi. Oui, mais je trouve que tu dis là, sur la société productiviste, oui c'est sûr, et à la fois les activités que tu fais, que tu développes par l'assaut, par le stand-up, c'est aussi des activités purement militantes et donc politiques, et je trouve qu'elle se situe encore à un autre niveau de la productivité ou de l'hyperactivité, c'est que en fait il y a un besoin de visibiliser quoi, et de porter un message entre guillemets, mais oui, c'est un peu imposé cette visibilité parce qu'elle n'est pas assez visible simplement, et que ce qui est très ironique aussi, c'est que j'aime pas ça, la politique de base. Je déteste ça, mais que par la force des choses, j'ai été amené à faire ça. Mais c'est aussi là où il faut amener une distinction entre l'ancienne politique et la nouvelle politique, qui, je pense, a encore assez balbutiement. Oui, quand je te parlais de politique, c'était vraiment de la question de politiser le sujet plutôt, et de par là ce qu'on est en train de faire en échangeant, ça revient à la question qu'on se posait de comment on milite quoi, quand on avait fait la conférence avec toutes avec les membres du bureau de l'assaut, est-ce qu'on a la sensation d'être militant ou pas quoi? Et là toi tu dirais que tu l'es? Oui. Oui, moi je le suis profondément, et aussi parce que je pense que pour revenir au sujet du jour, c'est aussi mon corps qui me l'impose. Je pense que c'est la nature de mon corps m'oblige à être profondément militant, parce que en quelque part, je pense qu'être moi, accepter d'être Andy, c'est profondément militant et politique. Parce que là aujourd'hui, si on va être un bon Andy, le concept du bon Andy, on n'est pas vu. On nous voit pas. C'est ça le bon Andy. Et moi, j'ai pas envie d'être un bon Andy. Toi, t'es l'Andy qui dit des dingueries sur scène, qui ose mettre les deux pieds dedans.
En tout cas, dire des choses que les gens n'entendent pas et qu'on se rend compte que quand on parle de sujets que les gens ne connaissent pas, ils réagissent à bien plus que juste des blagues et ce qui est drôle, mais qu'il y a une forme de validation dans l'applaudissement aussi et dans le rire. Là où le rire, justement, il a le pouvoir, il a ce double pouvoir en fait, c'est qu'on peut en rire de malaise parce qu'on n'a pas envie de prendre le sujet au sérieux et qu'on peut rire, applaudir pour valider ce qu'on dit parce que tu n'es pas seul. Qui a été le cas quand je jouais à Monaco à la fin de l'année dernière devant un public de personnes en situation de handicap ou en lien avec le handicap et qui peuvent valider ce que je dis parce que ils sont eux aussi leviers de ce que je raconte. La conférence du mois dernier, on parlait des douleurs chroniques et c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de la... Enfin, du moins la fatigue chronique c'était là, mais c'est vrai que ça n'a pas été aussi présent que là dans nos échanges à nous. Mais toi, au-delà de la fatigue chronique, c'est quoi d'autre avec lequel tu dois travailler, enfin gérer au quotidien? Un corps qui vieillit et un corps qui vieillit différemment de par le handicap. Mais là, c'est vrai que depuis quelque temps, je me frotte aussi à de la douleur chronique. Pas qui est dû à ma pathologie, mais voilà, un souci d'épaule. Qui est assez courant dans le cadre de personnes en fauteuil roulant, mais moi je suis en fauteuil roulant électrique. Normalement non. Mais voilà, il s'avère que je fais de la tendinopathie sur l'épaule droite et que ça amène des douleurs plus ou moins fréquentes qui irradient plus ou moins aussi. Donc ça peut prendre le bras, les cervicales et voilà, sur ce genre de choses-là où je peux rejoindre les invités du mois dernier. Est-ce que sur ces douleurs chroniques et du coup aussi par conséquent la fatigue chronique, comment est-ce qu'elle est gérée d'un point de vue médical et comment est-ce que toi tu arrives à trouver ton compte? Si j'ai déjà une réponse à ma question, mais... Pas vraiment, mais... parce que c'est des sujets, je pense, flous même pour les spécialistes, où la fatigue, c'est quelque chose d'intangible. C'est comme la douleur, on essaie de mettre une note, des Oralis, blabla. Mais en fait, encore une fois, je pense que ça n'a pas de sens de mettre une note de 0 à 10 de manière arbitraire comme ça, et que aussi on ne donne pas des solutions aux gens, c'est plus aux gens de trouver leurs solutions, mais en fait les médecins ne nous disent pas ça. Non. Il y a un peu un effet de c'est ça comme ça. Et c'est vrai que moi, sur la fatigue chronique qui est déjà présente due à ma pathologie, je fais aussi des apnées du sommeil. Et ce qui m'emmène à être suivi là-dessus aussi par une neurologue spécialisée sur le sujet. Et je suis sous respirateur la nuit. On a mis du temps à trouver la combinaison qui m'allait bien. Maintenant, on a trouvé. Et depuis, en fait, si la machine dit que ça va bien, elle sait pas, en fait. Elle connaît pas le scénario autre. Et ça, je trouve ça dommage et que ça peut venir fausser aussi le travail des médecins, quoi, où on a l'impression qu'ils gèrent plus une machine qu'un corps humain. Mais en fait, à la fois ce truc-là
d'ignorance en fait de la part des médecins ou d'incompétence. Mais en fait, j'ai l'impression que fondamentalement, il y a beaucoup d'ignorance derrière ça. Ils répondent pas parce qu'en fait, ils n'en savent rien, comment accompagner le truc. Et du coup, je trouve que ça pose vraiment la question de la responsabilité en fait de chacun et la charge mentale qu'a le patient de devoir aussi s'auto-médiquer. Alors par s'auto-médiquer, j'entends comment gérer au mieux justement cette fatigue qui est chronique. Mais finalement, est-ce que tu penses que si tu avais un manuel type de comment la gérer qui viendrait de la part du médecin, est-ce que ça serait vraiment aidant, tu penses ? Non, mais en tout cas, que le médecin accepte de montrer cette ignorance en fait et de dire c'est à vous de voir, c'est à vous de chercher. Ou des fois... Ou composons ensemble, quoi. Ou cherchons ensemble et je suis avec vous, quoi. C'est ça. Et pour dire on est ensemble face à ce même inconnu, en fait. De par des aspects différents peut-être, mais on est ensemble là-dessus. Ouais, t'as l'impression d'être un peu seul, en fait, face à cette recherche-là, quoi. Surtout que les rendez-vous médicaux, en fait, il arrive un moment, en fait, ça devient la routine. C'est des rendez-vous tous les 6 mois où j'ai l'impression que ça ne sert à pas grand-chose à part faire la comparaison avec avant. Et ils vont dire, ah oui, c'est pire, oui, d'accord, salut, bisous. Ouais. Et ça, je trouve pas ça très motivant, en fait, dans la perspective d'une vie. Parce qu'encore une fois, je trouve que ça revient à cette logique-là, c'est qu'on met pas tant en avant la vie, mais plutôt la mort en vrai, mais le pire en tout cas. Et moi, je préférerais des rendez-vous tous les 6 mois avec un médecin pour qu'on voit qu'il ne va pas trouver des solutions ensemble qu'un faire un check-up et dire c'est pire qu'avant. Ouais, je comprends tout à fait. Je suis déjà au courant, ça. Il n'y a pas besoin de chiffres pour ça. Pas besoin d'attendre 6 mois, je le vois, quoi. Et est-ce que ça, de trouver finalement des solutions, de prendre ton état à un instant T et de trouver des solutions, ou en tout cas de trouver des alternatives, des mécanismes d'adaptation pour faire telle ou telle chose, pour bouger de telle ou telle manière. Est-ce que ça, finalement, tu le retrouves pas plus dans de la kiné ou du sport adapté ? Enfin, du sport tout court ? Oui, tout à fait. Eux, ils nous suivent plus au quotidien, enfin, en tout cas au niveau hebdomadaire. Et donc, oui, tout à fait. Après, encore une fois... qu'ils aient le temps, parce que les kinés seront de plus en plus pris, et notamment un kiné qui s'y connaît en maladie neurologique, mais il n'y en a pas tant que ça, même ici sur Montpellier, donc il faut trouver le bon, et en quelque part, il faut aussi jouer des épaules, je pense. C'est-à-dire ? Il faut un peu jouer des épaules ou prendre la place par rapport à d'autres patients. Des patients qui peuvent être dans des états plus graves, entre guillemets, mais aussi des patients plus valides que nous, entre guillemets. Ça aussi, ça me pose question. Ça me pose question, en fait. T'as un kiné spécialisé en maladie neuro, mais finalement, t'as encore des patients valides ou ayant des problématiques de santé plus proches d'une personne valide et que ça soit plus en lien avec un corps vieillissant qu'en handicap. Et c'est là où je pense que t'as encore cette différence entre corps âgé, corps vieillissant et corps handicapé. Il y a des points communs, mais il y a des grosses différences. Et c'est un petit peu aussi le point commun qu'on essaie de mettre en avant dans l'accessibilité de manière générale. C'est que ça peut donner un avantage pour les personnes handies, mais ça donne un avantage à tout le monde. Oui, mais la différence, c'est que les personnes handies sont minorisées par tout le monde.
Et à la fois, je vois bien que dans le discours politique et institutionnel, il est pas entendable, quoi. Enfin, surtout à une ère où le social est quand même, enfin, l'humain est pas trop mis au cœur de tout, même si on veut penser que si, mais à la fois, on crée une société et un espace pour tout le monde aussi. Oui, bien sûr, mais moi... Pourquoi il te dérange l'argument du si je mets une rampe, non seulement ça va être pour les handis, mais aussi pour les autres? Si dans le discours, l'handi est pris en compte, enfin la personne handicapée, elle est mise d'abord en priorité et aussi le monde. Et moi j'ai l'impression que ce qui est entendu d'abord comme argument, c'est que c'est pour tout le monde. Okay. Parce que je pense qu'en fait, malgré tout, on garde l'idée que les personnes handicapées, c'est pas beaucoup de gens, c'est pas assez rentable. Et que de dire c'est pour tout le monde, ça devient rentable. Ouais, c'est un petit peu jouer avec... c'est un peu caustique, quoi. Est-ce que tu peux un petit peu plus détailler pourquoi... les points communs sur un corps âgé, vieillissant et un corps handicapé, et surtout les différences? Il y a un point commun dans le sens où il y a des choses que je fais avec mon corps handi qui peuvent être similaires à ce que fait un corps d'une personne âgée. Et pour autant, il y a des personnes âgées qui vont faire bien plus qu'un corps valide ou qu'un corps handi. Enfin, c'est très changeant tout ça. Mais en fait, je pense que cet amalgame, elle vient aussi au fait qu'on vient toujours se réfléchir par rapport à l'âge de quelqu'un. Qu'à un certain âge, on doit faire telle chose, à un certain âge, on doit faire d'autres choses. Et réfléchir comme ça, faire des liens entre les actions que fait quelqu'un et son âge, c'est dangereux. Ouais, j'entends. Et est-ce que toi, t'es OK avec l'idée qu'il y ait des gens qui se définissent comme handicapés, car c'est une situation qui est vécue, subie ou vécue, même si finalement il n'y a pas de diagnostic pur et d'étiquette propre du handicap? Oui. Ouais. Oui. Ouais, parce que automatiquement, quand on essaie de définir un peu, j'ai essayé de définir avec des gens, c'est quoi être handicapé, ça veut dire quoi et tout, avoir un handicap ou le ressentir comme tel. Et en fait, moi, je faisais souvent des parallèles et comparaisons avec la vieillesse et avec le fait d'être âgé, tout en mettant en parallèle que en effet, il peut y avoir des gens de 80 ans qui se sentent hyper valides et qui se définissent pas comme en difficulté pour faire telle ou telle chose, même si finalement le handicap c'est pas que difficulté de faire quelque chose, c'est pas non plus que ça la définition, mais bref, tu vois. Oui, c'est là où il peut y avoir un point commun aussi avec les personnes âgées, c'est ce côté décalage. D'avoir un décalage dans la société. En effet, avoir un corps, d'avoir 80 ans et avoir un corps qui peut encore faire des choses, fait que c'est un corps certes vieux, mais valide en même temps. Et c'est pour ça que pour moi, être valide n'est pas qu'une question d'âge. On n'est pas toujours jeune valide. On peut être vieux valide. Oui, carrément, ouais. Et pour revenir sur la fatigue chronique, est-ce que, là on parlait du désaccompagnement entre guillemets des médecins, enfin du corps médical, est-ce que tu le ressens pareil de la part de tes proches et de ton entourage? Est-ce que qu'est-ce que tu souhaiterais qu'il soit amélioré ou mieux pris en compte de la part de tes proches ou de ton entourage par rapport à cette fatigue chronique là? Ou alors est-ce que c'est suffisamment clair parce que tu as été assez pédagogue avec eux? Je pense qu'il y a un peu des deux en fait. Encore une fois, c'est aussi moi qui dois apprendre à communiquer dessus et des fois même à surcommuniquer sur le handicap et sur la fatigue chronique. Et en même temps, c'est aussi une question de temporalité.
et qui a des choses, prendre le temps, apprendre à prendre le temps. Apprendre à prendre le temps. Voilà, et dans cette société, je sais pas, forcément possible. Donc c'est aussi quelque chose qu'eux aussi vivent. Cette vitesse de la société hyper productiviste, c'est aussi quelque chose qui est sur leurs épaules à eux. Donc je peux comprendre qu'en fait, c'est un peu leur demander de fonctionner à deux vitesses. Ou parce qu'eux, ils ont encore valide qui pourraient encore réussir à atteindre la vitesse demandée par la société. Moi, c'est pas le cas. Je suis obligé d'aller chercher ailleurs et de créer mon pas de côté. Ta propre vitesse. Ok, trop bien, c'est joliment dit. Est-ce que tu vois des choses à ajouter, à compléter, qu'on n'aurait pas dites, ou en tout cas que... Je pense qu'il y en aura encore plein d'autres à dire dans les jours qui viennent. Le quotidien va nous offrir bien assez de choses à dire. Mais non, je pense que là, c'est déjà pas mal. On a creusé pas mal de sujets, de grains à moudre, comme j'aime bien dire, de matière à penser pour nos auditoristes. Trop classe. Bon grain à moudre à eux et elles. Et merci beaucoup Damien en tout cas. Merci infiniment. Au revoir et à bientôt sur les plateformes et sur tous les réseaux. Dear Valide. people. Dear Valide. people.